messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie, spéciale Ramadan. Et aujourd'hui, on parle des maladies chroniques pendant le mois sacré de Ramadan. Et oui, une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Chaque année, le sujet revient systématiquement. Doit-on ou pas jeûner quand on a une maladie chronique? Souvent, les médecins trouvent de grandes difficultés à convaincre ces personnes-là à ne pas observer le jeûne. Beaucoup d'entre elles s'entêtent à le faire et mettent leur santé et leur vie en danger. Alors, doit-on jeûner quand on a une maladie chronique? Quelles sont les maladies à risque et quelles sont les précautions à prendre? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. J'ai le plaisir de recevoir Dr Myriam Lebdjeri. Voilà, vous êtes spécialiste en médecine interne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Et on a aussi avec nous Dr Fatma Zohra Meslouf. Vous êtes nutritionniste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Et bien sûr, Samira Hadjamar pour sa rubrique l'Odyssée de Samira. Oui. Les Odyssées de Samira. C'est pas pêle-mêle aujourd'hui, oui. Pendant le mois sacré de Ramadan, tu nous racontes des histoires voilà. Et on s'évade avec toi. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de deux princesses, n'est-ce pas? Deux princesses, Nfissa et Fatma. Elles sont très connues jusqu'à aujourd'hui. Il y a une rue qui s'appelle Nfissa qui lui est dédiée à la Casbah. Donc c'est une histoire triste, mais c'est l'histoire d'un amour aussi. Impossible, mais un bel amour. On en verra plus tout à l'heure. D'accord. Inch'Allah. Alors, observer le jeûne quand on est atteint d'une maladie chronique n'est pas toujours recommandé, n'est-ce pas, docteur? C'est clair, c'est pas toujours recommandé parce que déjà c'est pas tous les malades chroniques qui se ressemblent. Il y a un score de risque qui est établi par le médecin traitant et c'est en fonction des résultats de ce score de risque qu'il peut décider éventuellement est-ce que son patient jeûne ou non. Voilà. Et quand je dis le médecin traitant, je dois insister que c'est le médecin traitant de ce patient atteint de maladie chronique, c'est lui seul qui peut décider est-ce que son patient jeûne ou pas. Voilà. Alors comment il procède? Il doit faire une consultation d'évaluation pour ce patient-là qui va se dérouler entre 1 mois à 2 mois avant Ramadan. Il va examiner ce patient, il va demander un bilan, notamment un bilan, une fonction rénale, un bilan lipidique, un bilan général qui lui permet d'évaluer ce patient et de classer dans les différentes catégories de risque. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va décider est-ce que le jeûne est permis ou non. Pour les catégories de risque, on sait très bien qu'il existe 3 catégories pour ces patients-là. Justement, il y a 3 catégories, ceux qui ne doivent pas jeûner, ceux qui peuvent jeûner et ceux qui jeûnent. Voilà. Alors, ceux qui jeûnent, c'est ceux qui sont classés dans le faible risque. C'est-à-dire que le jeûne pour eux est permis et ils n'encourent pas beaucoup de complications après Ramadan. Pour ceux qui sont classés dans le risque modéré ou bien dans le haut risque, le jeûne est plus ou moins dangereux en fonction de la catégorie du score de risque et il est conseillé qu'ils ne jeûnent pas. Voilà. Mais on sait très bien que même s'ils sont classés dans le haut risque ou bien dans le risque modéré et parfois même dans le risque faible, même si le médecin traitant ne les autorise pas à jeûner, mais malgré ça, ils le font, même si le médecin traitant les interdit de jeûner. Et à ce moment-là, il faut les accompagner quand même, il ne faut pas les abandonner. À ce moment-là, il faut les accompagner. Et l'éducation thérapeutique, comment ça se passe justement? Parce qu'il faut éduquer ce patient qui veut quand même jeûner ou qui ne peut pas jeûner, donc il faut quand même l'éduquer et l'accompagner. Comment ça se passe? Voilà. Alors le patient atteint de maladie chronique, on parle de maladie chronique, mais c'est surtout le diabète parce que déjà le diabète c'est le plus fréquent. Mais ce qui se dit pour les patients diabétiques peut très bien s'appliquer pour tous les malades atteints de maladies chroniques, notamment les insuffisances cardiaques, les patients cardiopathes, les patients porteurs d'hypertension artérielle, les patients qui sont en insuffisance rénale. Donc tous ces patients-là nécessitent un accompagnement pour le mois de Ramadan et même après Ramadan. Alors l'accompagnement c'est quoi? C'est à travers une éducation diabétique structurée et bien sûr axée sur le Ramadan. Alors l'éducation thérapeutique, cette éducation thérapeutique comporte plusieurs volets. Le premier volet, alors tout d'abord on doit insister sur l'autosurveillance glycémique pour le patient diabétique et l'autosurveillance tensionnelle pour le patient atteint d'hypertension artérielle. On insiste également sur la surveillance du bilan pour les patients atteints d'insuffisance rénale, la surveillance du poids pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque par exemple. Pour le patient diabétique, quand on dit autosurveillance glycémique, c'est-à-dire sensibiliser notre patient sur les différents points glycémiques qu'ils doivent faire pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire les 7 points glycémiques. Et quand on dit 7 points, c'est pas forcément le patient diabétique doit faire 7 points d'autosurveillance glycémique. Non, c'est au cas par cas. C'est en fonction déjà du score de risque. S'il est dans le risque élevé ou bien dans le risque modéré, bien sûr, éventuellement, il doit faire plusieurs points d'autosurveillance glycémique par jour.
S'il est dans le faible risque, on peut se contenter d'un point ou 2 points, parfois même 3 points d'autosurveillance glycémique par jour. Et ces points d'autosurveillance diffèrent en fonction de notre patient et en fonction du traitement que notre patient prend pendant le mois de Ramadan. Alors, on parle d'autosurveillance glycémique, on sensibilise notre patient également sur l'activité physique, parce que c'est très important au mois de Ramadan. L'activité physique, alors c'est à peu près trois règles. Si notre patient a l'habitude de faire de l'activité physique, il peut très bien continuer à faire de l'activité pendant le mois de Ramadan. Et si c'est un patient qui a tendance à être sédentaire, Ramadan, ce n'est pas le moment idéal pour qu'il commence une activité physique. On a de mauvaises habitudes pendant le mois sacré de Ramadan. Bon, on parlera de nutrition dans un moment, mais c'est vrai que pendant le mois sacré de Ramadan, toute la journée, on va un petit peu au ralenti. Pour certaines personnes, c'est de ne pas se lever le matin parce qu'on a eu une soirée assez longue. Pour d'autres, c'est la sieste. On ne veut pas trop se dépenser parce qu'on a l'impression qu'on tient à peine. Donc, si on a le peu d'énergie qu'on a, on va encore le dépenser quand on va bouger. Donc, on a l'impression que ça va plus nous fatiguer, ça va plus nous faire du mal que du bien. Alors que c'est le contraire, surtout pour les malades chroniques. Exactement. Alors d'ailleurs, nous, on préconise à nos patients d'éviter de faire de l'activité sportive entre l'Asr et le Maghrib. C'est parce que c'est le moment où il y a plus de risques de faire des hypoglycémies. Alors, on les encourage à faire de l'activité après l'iftar. Bien sûr, soit les prières de Tarawih, soit faire des petites balades, voilà, donc l'activité de la marche en post-iftar, mais l'activité physique est très importante au mois de Ramadan, bien sûr avec une prudence, avec une autosurveillance glycémique pour les patients diabétiques. On leur parle également des ajustements thérapeutiques, c'est-à-dire que quand notre patient vient à la consultation pour cette visite d'évaluation, il sort avec une ordonnance et il sort avec un planning. Des recommandations, oui. Voilà, et des recommandations pour chaque médicament, c'est-à-dire quels sont les médicaments qu'il doit prendre au moment du iftar, quels sont les médicaments qu'il doit prendre impérativement au moment du sahur, et parfois même on fait des ajustements thérapeutiques. Si c'est un patient qui est sous insuline, parfois on diminue la dose d'insuline. Alors ça, c'est pour les patients qui ne veulent pas, qui veulent plutôt observer le jeûne malgré leur maladie chronique. Les deux, pour tout, pour tout le monde, C'est-à-dire pour les patients qu'on autorise à faire le jeûne, c'est-à-dire qu'ils sont classés dans le faible risque. Bien sûr, on doit adapter leur traitement du moment qu'ils vont jeûner. Pour les patients qui sont dans le haut risque ou bien dans le risque modéré, on doit réussir à les convaincre qu'ils ne jeûnent pas, parce que c'est très difficile et c'est trop compliqué. Nous, on leur dit attention, et vous risquez des complications en post-ramadan, et le jeûne risque d'être compliqué pour vous parce que vous avez un haut risque ou bien un risque modéré, mais c'est pas toujours évident. Donc ces patients-là, on doit les accompagner à travers ces séances d'éducation thérapeutique et on doit leur faire comprendre quels sont les risques qui peuvent être engendrés par le jeûne, notamment les hypoglycémies, les hyperglycémies, les maladies, toutes les décompensations de maladies. Il y a des risques qu'on ne voit pas forcément, enfin il y a des symptômes, il y a des choses qui n'arrivent pas forcément pendant le mois sacré de Ramadan, ça peut arriver après. Bien sûr, c'est après. Parfois, on a des malades qui cassent la fonction rénale après Ramadan, qui sont déjà en insuffisance rénale en pré-Ramadan. Ils jeûnent malgré l'interdiction de leur médecin traitant. J'ai rien finalement. Voilà, j'ai rien, je peux. Mais après, quand on fait un bilan de retentissement en post-Ramadan, c'est là qu'on découvre les dégâts. Parfois même, c'est des patients qui passent carrément à la dialyse parce que vous savez très bien que Ramadan, c'est 30 jours. 30 jours pour un patient déjà en insuffisance rénale, c'est un peu beaucoup. Déjà, on est limité par rapport à la prise de on ne s'hydrate pas suffisamment, on ne boit pas beaucoup d'eau. Déjà, le jeûne, c'est pendant pratiquement 12 ou 14 heures. Et puis, la durée où on peut s'hydrater, elle est très courte. Et on sait très bien qu'un patient en insuffisance rénale doit s'hydrater pendant les 24 heures et doit répartir la ration hydrique journalière dans les 24 heures. Donc, si on est restreint et on se limite à une supplémentation hydrique pendant 8 ou 7 heures, c'est un peu compliqué et ça peut provoquer des dégâts par la suite. D'accord. Oui, Samira, tu voulais intervenir? Oui, alors, d'après vos consultations, les personnes que vous recevez, c'est quoi la tranche d'âge qui, en général, refuse de ne pas jeûner, en fait? C'est surtout les sujets âgés, malheureusement. Voilà. Déjà, à risque. Déjà, à la base, à risque. Oui, c'est plus facile de convaincre un sujet jeune
18 ans, 20 ans, parfois même 30 ans. Voilà, qu'une personne qui a 70 ans, 80 ans. Voilà, parfois à la consultation, on me dit, moi je fais le ramadan, même si je meurs par la suite, j'ai pas de problème. Voilà. Et là, c'est trop compliqué. Parfois, les patients pleurent en sortant de ma consultation. Parfois, ils sont abattus. D'ailleurs, je les branche avec notre psychologue. Tellement c'est compliqué de convaincre une personne atteinte de maladie chronique, surtout si elle est âgée, de ne pas faire le ramadan. C'est très compliqué. C'est très difficile, mais il faut aussi peut-être dire aux patients que c'est une sorte de suicide aussi, le fait de faire, d'observer le jeûne quand on a une maladie chronique. C'est très dangereux pour la santé. C'est très dangereux. C'est ce qu'on Et la religion ne l'accepte pas. Exactement. Voilà. Mais eux, ils sont convaincus que la religion n'accepte pas et c'est du suicide, mais ils le font quand même. C'est une habitude. Depuis tout jeune, on commence déjà quand on est tout jeune à le faire en famille et c'est une tradition qui revient chaque année et puis on attend ce moment-là. Ramadan, le mois sacré de Ramadan, c'est un moment qu'on attend tous. On prépare la maison, on prépare la vaisselle, on a des menus, on a des fêtes, on a des rencontres avec la famille. Donc, quand on le fait pas, c'est un peu difficile. C'est ça. Et c'est surtout aussi que ça fait partie des 5 piliers sacrés. Oui, c'est vrai, il y a la religion, c'est vrai, d'une part. Il y a la culture d'une autre part. Voilà. Parce que quand mon patient, il vient à ma consultation, je lui dis attention, vous ne devez pas jeûner parce que c'est trop risqué. Tout de suite après, ils se sont exclus. Pourquoi? C'est tout le monde qui fait le ramadan à la maison et moi je ne le fais pas. Comment je vais vivre ces 30 jours? C'est compliqué. C'est pour ça que le patient, il nécessite un accompagnement et une psychothérapie surtout pour l'entourage. On doit sensibiliser l'entourage. C'est-à-dire on ne doit pas exclure ce patient atteint de maladie chronique de notre société pendant le mois de Ramadan. Exactement. Et pendant le mois sacré de Ramadan, justement, les menus ne sont pas très sains. On se lâche un peu, voire beaucoup, le soir, vu qu'on jeûne toute la journée. Donc on se dit le soir, la table doit être bien garnie. Donc on n'a pas forcément le meilleur menu, le plus healthy qui soit pour le mois sacré de Ramadan, surtout pour les personnes avec des maladies chroniques. Voilà, personnes à risque. Oui, tout à fait. Quand on est malade et on a une pathologie chronique, il faudra quand même faire attention. Si notre médecin, bien sûr, nous autorise à faire le jeûne, et il faudra faire attention par la suite à ce qu'on met dans notre assiette. Il faut surtout ne pas rater sahur, j'insiste, le petit-déj du matin, sahur, il ne faut pas le rater parce que ça nous permettra par la suite de tenir pendant la journée et de ne pas trop manger au moment de l'adhan. Et ne pas directement aller aux produits trop sucrés, éviter les aliments avec un index glycémique trop élevé. Alors l'index glycémique, c'est quoi? C'est la capacité d'un aliment à élever le taux d'insuline après l'avoir pris. Donc il y a une table de 0 à 100. Le sucre raffiné, bien sûr, c'est à 100. Donc on va essayer de prendre des aliments qui libèrent progressivement leur sucre pour pouvoir avoir une satiété qui dure dans le temps et éviter surtout les pics d'insuline qui donnent par la suite, tout de suite après, une nouvelle sensation de faim. Et on va à nouveau s'attabler et prendre, je ne sais pas, pendant la soirée, des trucs trop sucrés. Il faut savoir, par exemple, qu'une toute petite pièce de qalb al-lawz, par exemple, c'est plus de 400 calories. Donc, et pour brûler 400 calories, il faudra faire minimum une marche de 1h15 ou alors 45 minutes de natation. Ça, c'est que le qalb al-lawz. On n'a pas parlé de l'ham lahlouch, safara et compagnie. Tout à fait. Imaginez, je ne connais pas beaucoup de gens qui font juste après une marche d'une heure ou 45 minutes de natation. Pas forcément, voilà. Exactement. Donc, il faut faire attention justement à son assiette, essayer de privilégier certains aliments, manger dans un certain ordre plutôt, respecter une certaine chronologie aussi, ça nous permet aussi. Alors avec quoi on rend le jeûne? Alors de l'eau tout simplement, un grand verre d'eau. Déjà que les intestins ont été vides et on est déshydraté, on n'a pas pris de l'eau qui m'a de l'âme. Normalement on va jeûner pendant 13 heures. Oui, on jeûne déjà pendant 13-14 heures. 14 heures, voilà. Donc 13 ou 14 heures sans eau, c'est beaucoup pour le corps. Donc il faut déjà commencer par hydrater son corps. Par la suite, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Dans nos traditions, c'est le ben et quelques dates. Il faut essayer de ne pas dépasser les 3 dates. Parce que déjà, avec 3 dates, j'ai 75 calories. D'accord? Uniquement avec 3 dates. Et j'ai un taux de 21 grammes de sucre dans 3 dates. Quand même. Oui, donc il faut faire attention. Moi, je conseille une date. Voilà, une seule date, ça suffit. Avec il faut un un verre chiffre d'eau. impair, donc autant prendre une. Et tout à fait, tout à fait.
Par la suite, essayez de laisser au moins un quart d'heure avant de commencer à manger. C'est pas tout de suite se lancer sur, Tout à fait. ruer sur la table. Tout à fait. Donc, on aura le temps de faire la prière, par exemple. Voilà. Tout à fait, aller faire sa prière. Par la suite, prendre sa soupe. Ça reste de l'eau, c'est riche en eau, donc on va à nouveau hydrater. Quand on dit soupe, c'est-à-dire soit soupe, soit shorba, soit harira, on a des variétés. J'insiste juste sur le fait qu'il faut éviter la vermicelle. D'accord. Alors pour les gens qui préfèrent shorba vermicelle, elle n'est pas très, très healthy, entre parenthèses, parce que la vermicelle, c'est des féculents. Oui. Donc une fois plongé dans la sauce, ça va bien libérer son amidon et ça va devenir très sucré et très calorique. Donc c'est un plat en fait à index glycémique qui est assez élevé. Préférez plutôt shorba à base de soit une soupe à base de légumes ou alors shorba à base de frik ou mermez carrément qui est plus digeste. Alors on va continuer dans un petit moment à voir le menu, le menu idéal, healthy de Ramadan. Mais ce que je vous propose tout de suite, c'est un témoignage d'une dame justement qui était en consultation et on revient tout de suite après. Aujourd'hui, parce que je suis diabétique depuis 2005, déséquilibrée, je n'ai pas trouvé de remède, je n'ai pas pu équilibrer mon diabète. Je ne l'ai pas fait depuis 2008. Maintenant, cette année, je vais essayer de le faire. J'espère pouvoir le faire. Maintenant, si je ne peux pas, je vais rompre le jeûne à n'importe quelle heure de la journée. Et je conseille à tout le monde de ne pas foncer droit dans le mur. Si vous sentez que ça ne va pas, malgré les conseils de votre médecin, ne le faites pas. Moi, j'ai vu... Voilà. Malgré les conseils, ne le faites pas quand je sens que ça ne va pas. Et justement, quels sont les signes qui devraient nous alerter et nous faire rompre le jeûne quand on est diabétique, hypertendu ou autre maladie chronique. D'accord. Alors, justement, on précise tout ça à travers des séances d'éducation thérapeutique à nos patients. Alors, quand est-ce qu'on doit rompre le jeûne quand on est atteint de maladie chronique? Alors, si nous avons une hypoglycémie qui est inférieure à 0,70 mg par décilitre, on doit obligatoirement rompre le jeûne. Si la glycémie est entre 0,70 et 0,90, attention, il faut la recontrôler une heure après. Si la glycémie dépasse les 3 grammes, automatiquement, on doit manger et prendre nos médicaments. En cas d'infection intercurrente, notamment une maladie aiguë, infectieuse, grippe, diarrhée, un pied diabétique par exemple, des compensations d'une insuffisance cardiaque, une cassure de la fonction rénale, on doit obligatoirement rompre le jeûne. Voilà. Parce que là, il va de la santé de la personne. Cette personne risque quoi au juste, justement, si elle ne rompt pas le jeûne à ce moment-là, quand les signes sont là et que cette personne s'entête et dit il reste 1 heure, je peux toujours tenir 1 heure, il reste 2 heures, ça va aller, je vais peut-être faire une sieste et ça ira tout à l'heure. Je ne vais pas perdre une journée à cause d'1 heure ou... Jamais. S'il reste un quart d'heure. Un quart d'heure, même pas. Un quart d'heure. On doit rompre le jeûne. Si on est en hypoglycémie et on n'a pas mangé pendant toute la journée, on n'a pas pris nos médicaments, même un quart d'heure c'est beaucoup. Donc dès que nous avons une hypoglycémie, on doit obligatoirement rompre le jeûne. Si on commence notre journée avec une hyperglycémie à 3 grammes, on peut compliquer, on peut faire une acidocétose, on peut faire même un coma, oui, bien sûr. Surtout c'est l'hypoglycémie. On peut être déshydraté parce que quand on est à 3 grammes, automatiquement on fait une polyurie. Donc c'est très très dangereux, attention. Quand on est en infection et on fait le jeûne, on ne peut pas prendre nos médicaments. Et puis le jeûne, c'est pas... on peut pas boire, on ne peut pas manger. Notre maladie aiguë va encore compliquer. Donc attention, c'est très très dangereux. On doit faire rappeler à nos patients quels sont les risques, quels sont les signes d'hypoglycémie et les signes d'hyperglycémie. Voilà, on lui dit attention, si vous sentez une tachycardie par exemple, des vertiges, une hypersudation, des tremblements, il se peut que ça soit des céphalées, il se peut que ça soit une hypoglycémie. Faites votre dextro pour voir votre glycémie. Les signes d'hyperglycémie également, c'est la soif intense, la polyurie, une faim importante, une fatigue extrême, une sensation de faim. Voilà, des crampes au niveau de l'estomac. Tout ça, c'est des signes d'hyperglycémie. Donc, on leur rappelle, attention, il faut prendre votre glycémie, il faut se surveiller. Pour les malades atteints d'hypertension artérielle également, en cas de céphalée, en cas de bourdonnement d'oreille, en cas de scotome, de vision floue, il faut vérifier votre tension artérielle
parce que quand on est en mois de Ramadan, quand on est à jeun, et parfois on décale les prises médicamenteuses, c'est pas tous les jours que ça marche. Donc attention, il faut se surveiller. Et puis qu'il y a un point très important, on conseille à nos patients de faire le test des 3 jours de Chaban. Oui. C'est très important parce que 3 jours de suite où le patient doit jeûner, c'est ça? Oui, 3 jours de suite où le patient doit jeûner. Et pour voir, parce que bon, moi je conseille le jeûne, le test pour les patients à qui je leur dis attention, il ne faut pas jeûner, ils insistent quand même. Je leur dis voilà, vous pouvez essayer. Voilà, faites un test et puis vous pouvez revenir et me dire qu'est-ce que ça a donné. La plupart du temps, ils disent que c'était très très difficile. Et voilà, ils ressentent la fatigue et ils disent que c'est pas possible. Et donc là, je les mets dans le fait accompli. Ça les alerte un petit peu et ça les réveille un petit peu. Ah oui, ça sera compliqué. Ce n'est que 3 jours. Oui. Alors là, les 30 jours de Ramadan, voilà, c'est compliqué. Et l'entourage est important. Alors l'entourage doit jouer le jeu aussi et aider le patient. Quel conseil aujourd'hui pour les personnes ressources, les aidants justement, tous ceux qui sont autour de cette personne à la maison? Bien sûr, les aidants sont très importants. Déjà, il y a la part de l'alimentation. Oui. Donc voilà. Donc le menu doit être. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'on préconise quand même. Donc le menu doit être adapté aux patients atteints de maladies chroniques qui vit avec moi en fait. Donc si je cuisine, je dois prendre ce patient-là en considération. Il y a l'accompagnement et la psychothérapie. Vous avez dit tout à l'heure la table du Sahara bien garnie. Voilà. Quand on est face à une table pareille, c'est sûr qu'on va manger. Oui. Donc il faut limiter et il faut adapter notre menu en fonction des besoins de mon patient qui vit avec moi. Exactement. C'est vrai que permettez Mounia, parler des kits qui se vendent maintenant au niveau des pharmacies où le patient n'est pas obligé de se piquer 4 à 6 fois par jour, 7 fois par jour, des fois quand on parle des 7 points de contrôle de son diabète. Et il a juste un petit implant à mettre où il aura sur son téléphone connecté à l'appareil et sa glycémie pour éviter de se piquer plusieurs fois par jour. Oui, elle parle des CGM. Oui, les CGM sont disponibles actuellement, mais ils sont un peu chers. Et ils ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Mais pour les gens qui se permettent, oui, c'est l'idéal. D'ailleurs, pourquoi dans les publications et dans la littérature, on voit qu'ailleurs, en dehors de l'Algérie, les patients diabétiques de type 1 peuvent jeûner, parce que la plupart sont équipés d'un CGM et d'une pompe à insuline. Ce n'est pas le cas en Algérie. Voilà. Donc, si mon patient diabétique... Ça se fait automatiquement. Alors, le CGM, c'est un monitoring. Je le place au niveau du bras. Et puis, c'est un contrôle en continu, en temps réel, de la glycémie. Des notifications sur mon téléphone. Voilà, notification sur le téléphone. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a les tendances glycémiques. Donc, quand la glycémie a tendance à être vers la baisse, donc on reçoit une alerte. La tendance vers l'hyperglycémie, on reçoit une alerte. Et quand notre glycémie est équilibrée, la fléchette est dans l'horizontale. Donc on est en sécurité. Quand on jeûne avec un CGM, nous sommes en sécurité. Pourquoi pas, peut-être les années à venir, il sera remboursé, plus accessible et puis remboursé. Surtout pour les diabétiques de type 1. Oui, voilà. C'est exactement. Même en dehors du ramadan. Oui, pour les enfants. Oui, surtout les enfants. C'est scolarisé et tout, c'est pas évident de les surveiller. S'ils bougent, s'ils prennent pas de collation. Oui. Donc c'est très pratique. Avoir une notification, c'est toujours pour les parents et même on reste en contact avec les enseignants. Parce que la plupart, ce qu'ils font maintenant, c'est d'appeler l'enseignante à chaque fois. S'il vous plaît, faites-lui un dextro à chaque fois et c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout pour les enfants, se piquer, tout ça, ça doit pas être une partie de plaisir non plus. Et justement, on parlait de l'entourage. Alors l'entourage, quand on a une famille nombreuse ou pas nombreuse, quand on a une personne qui va ramener du pain, l'autre qui va ramener du qalbelloz, toutes sortes de choses, jus, et puis qu'on remplit toute la table, et puis tout le monde, on a envie de goûter à tout. Et quand on est malade et on voit que tout le monde peut se permettre tout ça et que tout le monde a bien garni la table, c'est un peu difficile pour le patient de suivre et de ne pas craquer, c'est très difficile. C'est vrai que c'est pas très évident, mais il faudra que les gens qui entourent cette personne pensent à cette personne et essaient de lui préparer des plats où, de nos jours maintenant, alhamdoulilah, il y a des choses, des alternatives, on va dire, par rapport à la soupe déjà. Comme je vous ai dit, on peut préparer plutôt une soupe à base de feuilles malmès pour tout le monde, on n'est pas obligé de mettre de la vermicelle. Pour le pain, on va essayer de choisir un pain sain, plus ou moins, qui n'est pas trop sucré, et je vous expliquerai comment. Pour tout ce qui est bourek, tout ce qui est friture, on va essayer d'éviter les fritures et de privilégier la cuisson au four.
Oui. Pour tout ce qui est gratin, on va éviter tout ce qui est trop fromage, trop gras, frit par la suite, mais au four. Donc ça nous permettra aussi de diminuer l'index glycémique de ce plat. Et quand on parle de dessert, et surtout qui dit Ramadan dit dessert et soirée, Il y a plus de dessert qu'autre chose. par exemple, il y a des recettes. Moi personnellement, j'essaie de faire des menus pour mes malades où il y a une mousse au chocolat, mais qui n'est pas très sucrée. Oui. Donc il faut essayer juste de chercher. Chocolat noir. Il y en a, tout ça, il y en a. Des tartelettes, mais on fait de la pâte à base de poudre d'amande. On ne fait pas de la farine blanche. Oui. On peut faire nos salés à base de farine de blé complet, de ne pas mettre de fromage trop de fromage dessus. Donc il faut essayer, comme on a fait un ajustement thérapeutique, d'ajuster nos recettes aussi. Et ça ne peut qu'être bon pour notre santé, nous aussi, Pour nous tout qui le ne monde. sommes pas malades, qui n'ont pas de maladies chroniques, parce que jeûner toute la journée, puis surveiller sur la table avec du sucre, Ben c'est oui. pas forcément bon et on a plus de risques d'avoir des maladies chroniques. On plus n'est tard. pas malade maintenant, mais si on continue à s'alimenter d'une certaine manière qui n'est pas très saine, ben on le sera forcément un jour. Très clair. Donc Oui. il faut faire attention à ce qu'on met dans son assiette, c'est tout. Mais par la suite, on peut allier plaisir et santé. Et santé. Et justement, on parlait tout à l'heure de l'organisation du ftour. Oui. On commence par le verre d'eau, Tout à fait. une date, l'ibn, On peut prendre le bain ou le lait en fonction des Voilà. traditions de la personne. du Oui, lait caillé aussi. oui, oui. Oui. D'accord. Et ensuite, on va faire la prière, ce qui va nous laisser le temps, un petit quart d'heure, voire plus, si on veut, pour... Et démarrer le processus de digestion. Il faut savoir que, comme tout à l'heure, le docteur a dit, on conseille la marche aux malades après avoir mangé. Oui, 1 heure après avoir mangé, parce que juste après avoir fini son repas, on se sent très fatigué en fait. Oui. Pourquoi? Parce que la digestion prend beaucoup de notre énergie. Il faut savoir que la digestion prend plus de 40% Oui. de l'énergie qu'on a reçue après son repas. Parce qu'il y a tout un système qui commence à travailler. Et du coup, on va le laisser d'abord commencer à travailler et puis par la suite sortir faire sa marche ça serait l'idéal de marcher 45 minutes à 1 heure, ça serait très bien, avec un rythme régulier bien sûr. Très bien. Maintenant, quand on termine notre shorba ou notre... j'insiste sur un petit détail, il faut éviter les viandes où il y a trop de gras. D'accord. Donc privilégier Ramener, soit c'est pas ça. les viandes blanches. Bah oui, viande blanche ou alors Du même poulet, le bœuf ou le poisson. Le poisson. Le poisson, carrément, il n'y a pas mieux. Si on arrive à manger 2 fois par semaine le poisson, ça serait idéal. Déjà, c'est une excellente source de protéines parce que 100 grammes de poisson nous donne jusqu'à 23 grammes de protéines. D'oméga 3. Oméga 3, oui. C'est une excellente source d'acides gras insaturés, les oméga 3, et de vitamine D. Et j'ai rarement vu de bilan où la vitamine D est revenue normale. Au correct. Exceptionnel. C'est exceptionnel. On souffre tous pratiquement On a déficit en vitamine D, pourtant on est un pays ensoleillé, on le dit à chaque fois, c'est pas normal qu'on n'ait pas... Parce qu'on ne s'expose pas au soleil, tout simplement. C'est vrai que c'est un pays ensoleillé, mais on ne s'expose pas au soleil, en tout cas pas assez. Et la nutrition joue un rôle aussi. Il ne Bien faut pas sûr. attendre que le soleil soit là pour s'alimenter, ou enfin pour avoir des apports en vitamine D. La nutrition est La importante aussi. nutrition, donc le poisson, le lait, le beurre, tout ça, c'est des aliments qui contiennent de la vitamine D. Très bien. Donc, quand on passe à un deuxième plat, si on a fait un deuxième plat, il faut d'abord essayer de prendre une bonne salade après notre soupe. D'accord. Alors, qui dit bonne salade, ça veut dire des crudités, quand on n'a pas un problème de côlon irritable. Hein. Oui, l'ahmis, ça dépend de la façon de le préparer aussi. Hein. Quand vous mettez beaucoup d'huile d'olive dedans, Oui. alors l'huile d'olive, C'est pas bon, ça n'a c'est des oméga 9, c'est du bon gras donc. Mais il faut savoir aussi qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive contient 119 calories. Ah C'est pas peu, oui. Donc c'est vrai que c'est du bon gras, mais c'est calorique. D'accord. Maintenant, si j'ai un poids plutôt stable où je maintiens, ça ne me dérange pas de prendre, oui. Si je me dépense aussi par la suite, il n'y a pas de souci. Mais si je vais finir mon repas, je vais m'allonger en face de la télé, eh ben, c'est quand même dangereux de mettre trop de l'huile d'olive dans son hniss. Après, la hniss aussi, il y a façon de préparer. Il y en a des gens qui font frire le poivron. Il ne faut pas faire frire. Non. Grillé. Il faut faire griller, idéalement Au four aussi. Oui, tout à fait. Oui, Au sur four, une grille ou au four. avec de l'ail, même C'est avec pas de le la même goût. tomate, c'est très bon. Moi, je préfère au four. Oui. Il y a le goût fumé quand c'est grillé. Mais attention à Mais la qui- couche noire voilà. qui se forme, qui est très C'est- dangereuse c'est aussi, ça. hein, la couche noire qui C'est se très forme. difficile à nettoyer aussi. Oui, donc attention aussi au sel. J'aimerais bien parler du sel. Oui. Parce que qui dit sel, dit sucre. En fait, Oui. c'est des amis intimes. Le sel augmente l'absorption du sucre présent au niveau de l'aliment. D'accord. Donc, il ne faut pas dépasser. Bon, les recommandations, c'est 6 grammes par jour, mais c'est très, très Si on loin peut de ce faire qu'on moins, consomme. c'est mieux.
parce qu'il y a le C'est pain bon. salé, il y a le plat salé, il y a le... Même la- dans les la- gâteaux, il y a même du la sel. salade, ils Oui. mettent du sel, sel, donc exactement. attention. Voilà. Donc, on mange une salade si ça va, on ne mange pas plus. Le deuxième plat, de préférence, vaut mieux l'éviter, le deuxième plat. Alors, ça va dépendre de son corps, il faut écouter son corps. D'accord. Il faut bien mâcher aussi. Oui. Parce qu'il La faut savoir, mastication. tout à fait, quand on commence à mâcher, Oui. il y a une certaine hormone qui se libère après un quart d'heure du début de notre repas, qui est la leptine, qui est l'hormone de la satiété. D'accord. Par contre, quand on mange... C'est très bon pour maigrir. Oui, Il tout à faut fait. Il faut Mâcher mâcher très son fort pour aliment. maigrir. Déjà que ça facilite la digestion, Oui. on n'aura pas des ballonnements par la suite et tout, on aura un bon transit, mais aussi ça nous permet d'avoir cette sensation de satiété juste un quart d'heure après le début du repas. Justement, quand on mange, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut manger, d'accord, mais pas au point de se remplir, quoi. Il faut manger une petite sensation de satiété, ça va, On mais s'arrête. on s'arrête. Tout à On fait. continue pas. Il y a des personnes qui continuent malgré la... Il ne faut pas se forcer. On se force ou on se dit, oui, mais je vais Il jeûner reste après. 12 heures après. Tout à fait. On aura la soirée Oui, mais j'ai aussi. envie de dormir, oui, mais je dois sortir, mais oui, mais on se trouve toujours des excuses. Hein. Il faut essayer d'écouter son corps, c'est Voilà. très simple. Mhm. Je n'ai plus faim, je m'arrête. Qu'est-ce que vous pensez de l'hamlahlo ou de jbasfa? Alors, بالصحة C'est le classique. بالصحة Il ولا faut demander هنا. aussi pour la macédoine et les œufs mimosa. Quand il y a de la mayonnaise, je pense qu'il faut faire attention. Alors, il faut savoir préparer sa mayonnaise. Maintenant, on peut éviter l'huile dans la mayonnaise. Il y a certaines façons de la Exactement. préparer. On peut la faire avec un Donc, yaourt nature. On peut jouer sur ça, comme je vous ai dit, par rapport à la Oui. personne diabétique ou hypertendue. Mhm. Il faut juste savoir lui donner une belle assiette bien garnie et sans lui expliquer ce qu'il y a dedans et à base de quoi c'est fait. Et le goût est là. Exactement. Le goût est là. Donc, maintenant, le hamlahlo, oui, si je prends un seul pruneau, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je fais une belle assiette avec cette sauce qui est faite à base d'un sirop sucré, donc Et là, le c'est- gras c'est de la pas- viande. donc il faut Les éviter abricots. cette viande qui a été bien caramélisée. Oui. Donc ça devient encore plus et plus calorique et plus riche en sucre. Donc un petit bout, il n'y a pas de mal, Oui. d'accord. Et j'insiste sur l'activité physique après. Oui. C'est juste une question d'équilibre entre apport et dépense. Hein. Maintenant, shbah, c'est quoi? Shbah, c'est des amandes, de la poudre d'amande et tout. Quand on entend la poudre d'amande, on dit ah, mais tiens, c'est bien. Sauf que c'est frit 3 fois. Voilà. Donc c'est pas très très conseillé. On peut laisser On shbah safra pour Sahara et, Oui, et tout à au lieu de fait. prendre qalbellouz et tout ça, prendre shbah safra Oui. ou le hamlahlo pour On Sahara peut, avec on un peut. verre de thé. Tout à fait un verre de thé sans sucre et on prend ça, il n'y a aucun souci. Avec un fruit aussi, on va essayer de choisir des fruits qui ont un index glycémique bas et en charge en glucose aussi diminué, en charge de sucre diminué, pommes, pas de comme souci. Les pommes, les oranges, la fraise, maintenant il y a des Et les fraises. La banane, non, la banane, elle a un index glycémique qui est assez Assez élevé. Oui. Oui, voilà. Très bien. Moi, je voulais revenir aussi sur le pain, on va en parler parce qu'on en mange beaucoup, on en consomme beaucoup, surtout pendant le mois sacré de Ramadan. Et puis on a cette folie sur le pain où chacun ramène une baguette ou 3 baguettes différentes. Alors les formes, les couleurs et les composants sont différents. On va en parler dans NutriSavi avec vous dans un petit moment après le jingle. Oui, voilà, on a tous faim, c'est normal, c'est Ramadan, donc on imagine ces plats et puis on s'imagine déjà à table en train de déguster tout ça. C'est vrai que la faim parler de nourriture nous donne encore plus faim. Alors comme je disais, je voulais revenir sur le pain, c'est un aliment qu'on consomme beaucoup et qu'on gaspille surtout beaucoup, mais pendant le mois sacré de Ramadan, on est souvent tenté par plusieurs variétés de pain et aussi préparer du pain à la maison. Alors faut-il modérer sa consommation de pain, oui ou non? D'abord, pour les personnes avec des maladies chroniques, le pain, c'est autorisé? En petite quantité. Petite quantité veut dire Avec modération. Oui, Euh, parce que par rapport à une baguette. On va dire, on prend une baguette, on la divise en combien de parts pour, sur 4. Sur 4, sur voilà. quatre. Donc le quart d'une baguette quart de la pour une baguette. personne, Pour soit une personne diabétique ou... diabétique, hypertendue, insuffisance rénale, En insuffisance un seul cardiaque. repas. Pardon? En un seul repas. Oui, la avec journée. le repas. Oui, avec un seul repas. C'est-à-dire Le quart de la baguette. l'iftar. Voilà, pour on le mange iftar. iftar. Oui. Et c'est tout. Oui. Suhoor, non. Sinon, on laisse une moitié pour suhoor. Oui, parce que déjà, le pain, c'est la source des féculents. Et Oui. après, elle peut me corriger par la suite. C'est la source de féculents. C'est-à-dire que si nous avons un repas avec déjà des féculents, Oui. même le quart, on le saute. Hein. Ouais. Voilà, D'accord. pour être clair. Voilà, Pas donc, oublier le dioul. Oui, dioul, c'est une pâte, c'est un l'herbicelle, féculent. tout ça. tout à l'heure, elle a dit la macédoine de riz. Il y a des légumes dedans. C'est des féculents.
mais il y a des féculents aussi. Donc, il faut répartir la ration de féculents. Bon, il faut bien répartir c'est-à-dire le contenant de l'assiette. Voilà. Si l'assiette contient déjà des féculents, ben, on est obligé de sauter le pain. De sauter le pain, oui. Alors le pain, il faudra choisir en fonction de deux éléments essentiellement. Oui. D'abord, la farine qui compose ce pain, parce qu'on a plusieurs types de farine. Quand on va acheter, on va trouver la T150, la T55, la T65. Donc c'est en fonction de la farine qui le compose. Et la farine, c'est quoi? C'est le blé qu'on a fait moudre, en fait. Oui. Et ça dépend. Est-ce qu'on a enlevé le sang, la fibre qui entoure la graine ou pas? Alors comment reconnaître avec ces codes-là? Alors, justement, quand on dit T150, ça veut dire que dans 100 grammes de farine, on a 150 grammes de sels minéraux. Les sels minéraux qui sont présents au niveau de la fibre. Donc, on a laissé l'intégralité, c'est de la farine complète, on a laissé l'intégralité de la fibre qui entoure la graine. La farine raffinée, la T45 et la T45 et 55, c'est des farines qui sont très raffinées. Et du coup, il n'y a absolument pas de fibres dans ces farines. Donc, c'est des farines qui sont très riches en sucre, index glycémique trop élevé. C'est des farines à éviter. À éviter. Et qui sont bonnes, qui sont belles à voir, blanches. Pour un gâteau, bon, le pain aussi, pour le pain, tout. Mais pour le gâteau, surtout quand on a une thé 145, 155. Voilà. Plutôt 145. Parce qu'il y a des morceaux ensuite à l'intérieur. Enfin, oui. Il y a des. La 150. Voilà. Là, c'est la C50. La 150. Quand on mâche, en fait, voilà. on est un peu gêné par les petits. Voilà. Oui, mais. Ça fait pas joli dans un gâteau. C'est ce que je voulais dire. Voilà. C'est pas esthétique. C'est pas esthétique. Seulement si vous prenez une petite part de gâteau, vous allez prendre combien? C'est même pas 40 grammes, c'est un petit bout. Oui. D'accord. Mais quand vous mangez du pain, c'est pas pareil. Exactement. Oui. Et en plus, vous allez, si c'est le matin, vous allez le tartiner au beurre et à la confiture, ou alors des pâtes pour les enfants, les pâtes à tartiner à base de, de chocolat et surtout de gras. C'est pas vraiment du chocolat, c'est industriel. Mais quand il s'agit de pain avec lequel on va accompagner notre plat, il faut mieux choisir un pain complet, c'est-à-dire que la farine est complète, la T150 c'est la meilleure, ou la semi-complète aussi, c'est la T80. Maintenant, il vaut mieux varier le type de céréales qu'il y a, parce que l'orge, le seigle, l'avoine, donc on peut mettre plusieurs types de céréales, et le blé aussi. Pourquoi j'insiste sur la fibre? Parce que c'est elle qui contient les sels minéraux, c'est pas l'amande à l'intérieur. D'accord. Le deuxième critère sur lequel on peut se baser pour choisir notre pain, c'est s'il est fait à base de levain ou à base de farine de boulanger, levure de boulanger. Quelle est la différence en apport justement quand c'est un levain et quand c'est une... Le levain, c'est pratiquement comme une... Oui, ça nous permet de fermenter notre pain. Voilà, dans les deux cas, c'est ça le but. Et c'est beaucoup plus rapide avec la levure du boulanger plutôt qu'avec le levain. Sauf que le levain est beaucoup plus sain. Pourquoi? Parce que, ça va nous donner un pain qui est plus dense parce qu'il est moins alvéolé. Et le pain plus dense nous donne une meilleure sensation de satiété. Donc on va manger peu par rapport au pain blanc qui est fait à base de farine, plutôt levure de boulanger. Deuxième chose, c'est que le levain nous permet de libérer davantage les sels minéraux présents au niveau du sang de la graine. Et puis, le levain nous permet de mieux digérer le gluten, chose qui est un peu difficile chez certaines personnes qui sont intolérants ou même qui ne sont pas intolérants, mais chez qui ça donne un ballonnement, le gluten. Et les maladies chroniques, comme la maladie de Crohn et tout ce qui est interdit. Oui, tout à fait. Et puis le levain aussi nous permet de bien nourrir les bactéries, les bonnes bactéries qu'on a au niveau de notre flore intestinale, notre microbiote, ce qu'on appelle le deuxième cerveau, en fait, c'est notre deuxième cerveau, et de libérer davantage de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Donc, ce n'est que bénéfique. Oui, tout à fait. Ce n'est que des avantages. Le levain l'emporte haut la main par mais ça rapport prend plus de temps quand on l'utilise. Ça prend plus de temps. Si on sent mieux après. Tout à fait. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps parce que ça reste jusqu'à 48 heures pour avoir ce levain. Mais la qualité du pain est meilleure. Et notre santé, je trouve que ça vaut la peine parce que vous allez consommer de petites quantités aussi. Donc vous pouvez le garder même 4 à 5 jours, le pain de levain, contrairement
à l'autre pain. Exactement. Et il se durcit, il grassit et c'est plus vraiment possible. Et par rapport au kisra et Matla. ou le matloua, justement. Et puis les batbout qu'on prépare pendant Ramadan, tout le monde prépare le batbout. Oui. Tu rigoles. Non, mais C'est le cas. c'est bon. Voilà, et Oui. c'est très bon, c'est délicieux. Mais Donc, c'est fait à base de farine blanche. batbout, oui. Oui. Mais le kisra, non. Donc, le kisra, essayez toujours d'avoir une bonne farine, de ne pas trop mettre de l'huile aussi. On peut faire le kisra avec la semoule seulement. À ce moment-là, quand oui, c'est mais la semoule. semoule, c'est du blé. Oui. Il faut essayer de garder Oui, donc l'intégralité. parce que dans ma tête, farine, c'est farine Non, non. blanche et En fait, voilà. c'est une question de granulométrie, c'est D'accord. la taille à quel point on a écrasé nos le- graines, d'accord. Donc le blé et la farine, c'est de la même famille. D'accord. Il faut juste essayer de garder une graine complète, D'accord. de ne pas mettre trop de l'huile et pas trop de sel. Est-ce que je peux vous poser une question bien sûr. concernant l'achat? Vous savez, quand on en va dans une boulangerie, on ne trouve pas le compagne, pain Ouais. complet, Oui. demi-complet, Ouais. semi-complet, Maintenant, il y a pas mal de. noir, Ouais. seigle. Qu'est-ce qu'on peut acheter qui C'est est très bon, simple. hein? Il faut Ouais. essayer, pour la santé, il faut essayer de choisir un pain multicéréales complet. Voilà, et pas trop cuit. Hein. Ouais, Pas quand trop c'est cuit. bien grillé, on aime bien. Hein. Oui, parce que Voilà c'est pourquoi. croustillant, mais plus c'est croustillant, plus c'est calorique, Ah, plus c'est d'accord. déshydraté. C'est caramélisé. En fait, quand on déshydrate un aliment, c'est comme les raisins secs, les pruneaux et les prunes. Donc, en plus on déshydrate riche. un aliment, plus On il enlève devient l'hydratation, on plus enlève sucré. l'eau, plus Voilà. on garde les nutriments, il y a encore plus dans le même poids. Tout à fait. Le pain de campagne complet, non Si, Ah. vous pouvez prendre, il n'y a aucun D'accord. souci. Il faut juste se limiter à certaines quantités, c'est tout. D'accord. En fait, il faut se référer à sa main, ce qu'on appelle la méthode de la main américaine. Ne pas dépasser sa main en matière de pain. Ah, pour une personne qui a de grandes mains. le quart d'une baguette, pratiquement. Des petites La mains, baguette, les c'est pauvres. 200. Ils ont petites aussi mains. petit estomac. Un petit estomac, pardon. Pas évident. Donc, D'accord. ils n'auront pas trop faim. Inch'Allah. Le pain de mie. Oui. Le pain de mie, Oui, il y en a partout dans les supérettes. Ça dure longtemps, ça va, parce qu'il durcit pas tout de suite. On fait des toasts le matin avec, on le fait griller le matin avec des tartines au beurre, au miel Oui. et tout ça. Et pendant le Ramadan aussi, et tout ça, on peut le prendre. Oui. Alors, est-ce qu'on prend le pain blanc, voilà, ou est-ce qu'on le prend avec multicéréales? Alors, Ou est-ce qu'on l'évite tout court? le pain de mie, moi je conseille de l'éviter parce que ça reste un pain qui est plus sucré et plus gras que le pain ordinaire. D'accord. C'est vrai qu'on a des petites tranches de 35 à 40 grammes pratiquement par tranche, mais ça reste un pain qui est sucré, qui est gras. Alors quand on le Ultra fait transformé. griller, c'est transformé, ça contient des conservateurs. Et quand on le fait griller, encore, on va le déshydrater, ça devient encore plus sucré. Donc faut faire attention, oui. Mais ils en font avec du blé, des céréales Oui, comme. oui, certes, c'est complet. Mais pour une petite tranche de 35 grammes, vous aurez combien de céréales? D'accord. C'est-à-dire, il faut quand même peser le pour et le contre, contre. parce qu'on parle de petites quantités. Hein. Faut mieux le faire à la maison alors. Pour un enfant qui se dépense, qui court dans tous les sens, qui va à l'école, peut-être Même ça un peut ado, passer. hein, même un Oui, ado. oui. Qui brûle Les beaucoup gens de- qui font du sport et tout. Ouais. Mais pour des gens qui ont un métabolisme de base qui est très bas, à 1800, donc là, c'est à D'accord. limiter. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'une pratique, je pense que beaucoup ont déjà fait quand ils étaient petits et qui peut-être le refont de temps en temps, question de nostalgie, c'est de prendre un quart, Oui. de couper en deux, de le piquer avec un couteau et de mettre sur le feu. Vous savez, ça fait griller, Oui, mais ça oui. fait tout noir. Oui. Et puis, il y en a beaucoup qui l'ont fait quand ils étaient petits, ils refassent ça de temps en temps pour... c'est une question de nostalgie et tout Oui, ça. oui. Est-ce que c'est bon pour la santé de griller le pain sur le feu directement? Je sais que c'est non, mais je veux quand même avoir une confirmation de la Du pain, alors. spécialiste. Du tout. Alors, Si, il y a beaucoup qui le font. tout ce qui est grillé, pain ou poivron ou tomate ou même la viande et tout. D'ailleurs, on conseille toujours d'espacer la plaque du feu. Il faut laisser au moins 5 à 10 cm Oui. pour que ça ne touche pas directement parce que ça devient cancérigène à la langue. Ça devient Donc pour un jeune cancérigène. enfant, c'est pas l'idéal. Bah oui. Bon, on ne savait pas avant, mais là, on le sait. C'était notre façon de faire du pain grillé, parce qu'il n'y avait Tout à pas forcément les Tout à fait. les grille-pains. Oui, C'est c'est vrai vrai. que c'est croustillant, c'est bon, Et voilà. mais c'est pas sain. En clair, on peut rien manger, quoi. Du tout. De ce qu'on mange depuis toujours. Du tout. On peut se faire vraiment plaisir, hein, mais il faut juste savoir préparer. Par exemple, vous pouvez choisir votre boulanger, vous demandez un pain qui est fait à base de levain, qui a beaucoup de céréales, multicéréales à l'intérieur, d'accord. Et vous prenez une bonne tranche,
Votre bourek, vous le faites au four, badigeonné à l'huile d'olive, Oui. et ça passe. Votre soupe ou votre harira, vous mettez même des légumes secs, les légumineuses, vous pouvez mettre des lentilles, du pois chiche à l'intérieur, c'est très bon pour la santé. Et ça épicie la soupe, donc une meilleure sensation de satiété. Un deuxième plat où il y aura du poisson ou des grillades. Alors justement, les sauces rouges, les sauces... Alors, quand on dit sauce en général à l'algérienne, on dit fermes. Oui, voilà. Et donc, ça veut dire une bonne quantité de pain. Oui. Si j'arrive à gérer ma quantité de pain en ayant une sauce, il n'y a aucun souci. C'est pas évident avec une sauce quand on veut saucer la moitié de la baguette part facilement. L'avantage qu'il y a le mois sacré, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est pas uniquement le tagine ou il y a plusieurs uniquement choses, ça. Il y a plusieurs choses. Et si on prend le temps de bien mastiquer et de mâcher, on aura cette sensation de satiété et on va être content. Un dernier conseil justement pour les téléspectateurs concernant le pain. Concernant le pain, donc c'est très simple, un pain à base de levain multicéréales serait complet, serait l'idéal. On met de l'huile ou pas? Un tout petit peu, si. Si. Pas beaucoup. Oui. L'huile d'olive. Oui, de l'huile d'olive, c'est mieux que les oméga 6, que les huiles de tournesol voilà. Ou autre. Et un dernier conseil justement pour les personnes malades, malades chroniques. Un dernier conseil, il y en a beaucoup. Voilà. Alors, la première des choses, c'est que le médecin traitant, c'est lui le seul qui est capable de décider est-ce que son patient jeûne ou pas. Après, on a discuté des risques, faibles risques, mais il y a le mot risque. Oui. Donc, le jeûne est risqué pour toute cette catégorie de patients, même s'il est dans le faible risque, mais il y a un risque. Donc, attention, le jeûne, on peut dire qu'il est permis, mais avec des consignes et des règles. Et à tout moment où le patient ne se sent pas bien, où il a le droit de rompre le jeûne et de manger, de un, il faut s'auto-surveiller pendant le mois de Ramadan. Il faut respecter les règles nutritionnelles, l'activité physique. J'insiste sur les ajustements thérapeutiques et bien sûr en dernier, la consultation après Ramadan. Il faut penser à revoir votre médecin traitant après Ramadan pour voir si le jeûne... Il y a eu des ravages ou pas? Oui, si le Ramadan s'est déroulé en toute sécurité ou pas. Très bien. Ainsi sur l'eau. Il faut vraiment avoir minimum ces 2 litres d'eau, c'est très important. Évitez le café noir, pardon. Alors je vous dis pourquoi. Oui, le matin au café, ça va être difficile. Je peux vous autoriser le sfouf et pas le café noir. C'est vrai? Parce que le café noir est un diurétique. Donc tout ce qu'on a pris comme eau, il va être éliminé. Il va être vite éliminé et on aura rapidement, et le corps sera déshydraté le reste de la journée. Le thé aussi? Oui, très bien. Donc ça, il faut le savoir. Très bien. Ah bah d'accord, pas de café, pas de thé, parce que ça nous fait perdre notre eau, tout simplement. Tout à fait. Très bien, et tout de suite nous passons aux Odyssées de Samira, et tout de suite après le jingle. Alors Samira, aujourd'hui tu nous racontes une histoire de 2 princesses, avec une fin tragique malheureusement, mais une histoire d'amour quand même. Une histoire d'amour, alors c'est l'histoire d'un amour impossible, comme on les aime, parce que tous les grands amours dans l'histoire de l'humanité ont été des amours impossibles. C'est l'histoire d'une Fissa et de Fatma, 2 sœurs mortes par amour pour un cavalier qu'elles ont aperçu au crépuscule d'un jour. Donc un cavalier qui passait juste en bas de leur, elles l'ont vu de la lucarne. Donc Fissa et Fatma sont les filles de Hassan Pacha. Hassan Pacha, Premier ministre, ministre de la diplomatie et trésorier, donc Khaznaji, du Dey Ben Hatman, donc il a remplacé un peu plus tard. Elles sont tombées amoureuses, ce sont 2 sœurs qui sont tombées amoureuses d'un même cavalier, donc un janissaire. Et donc c'est un amour impossible, c'est une chose qui ne peut pas arriver. Et elles ont décidé de se laisser mourir. Donc elles ont commencé par arrêter de manger, par arrêter de boire, elles sont devenues pâles, elles sont tombées malades et elles sont mortes. Il y a une rue qui porte leur nom, donc à la Casbah, ce qu'on voit c'est le cimetière des 2 princesses. Les 2 princesses sont enterrées dans un mausolée, en fait c'est une zaouia, c'est la zaouia de Sidi Ben Ali. Et elles ne sont pas nombreuses, et celui qui les a chantées, celui qui a chanté cette histoire, celui qui est revenu, c'est Hachmi Gerwabi, et la chanson s'appelle Spiyet Zouj, donc 2 jeunes filles. On écoute un peu? Oui.
عديتهم مرض وسباب مرضي الغبينة ليام عديتهم مرض يا وعدي وسباب مرضي ليام عديتهم مرض وسباب مرضي. Donc voilà, il est prenant, Allah yarhamou Hachmi Gerwabi. Je pense que les paroles sont de Mahboubati, si je ne me trompe pas. Et donc, ces deux princesses ont été enterrées à l'ombre d'arbre centenaire. Malheureusement, pendant la décennie noire, l'une des tombes a souffert, mais c'est un endroit très spécial. La rue s'appelait, donc c'est une histoire qui a eu lieu pendant au XVIe siècle, c'était pendant l'Empire, la Régence d'Alger. Et donc c'est pendant la Régence d'Alger, et ces deux princesses sont mortes à la fleur de l'âge. Voilà. Très bien. Donc la rue s'appelait rue Mirabeau, ensuite elle s'est appelée rue de l'Empereur, et puis je crois vers la fin des années 50, 60, plutôt début 60, elle s'est appelée la rue Nfissa. Très bien. Voilà. Merci. C'est une histoire très courte, hein, puisque la vie des deux princesses a été très courte. Très courte, aussi. oui. Et on sait qu'il est impossible qu'un homme, enfin qu'un cavalier d'abord épouse la fille d'un roi, le roi d'Alger, et en plus de ça, deux sœurs. Voilà. Oui. Merci donc, Samira. Ils se sont laissés mourir. Merci Samira. C'est triste, Ferda, mais C'est bon, triste, oui, mais c'est l'histoire. C'est une voilà. légende. C'est une légende. Merci Samira. On te retrouve pour la prochaine avec une autre histoire, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Merci, docteur Mariam Lebdjir, vous êtes spécialiste en médecine interne. Merci pour tous vos conseils aujourd'hui concernant les malades chroniques et le jeûne. Et docteur Fatma Zohra Mslouf, vous êtes nutritionniste. Merci aussi pour tous vos conseils et par rapport au pain aussi. Merci. On mangera moins de pain, d'accord. Merci à vous. Moins de tout, à mon avis. Moins de tout. Et tout de suite, nous passons dans un moment à la rubrique Wisher de Wahida Selimchif après ceci.
Fatour. Oui, on va en parler tout de suite. Justement. On était en train de discuter pendant la transition, on parlait encore du pain. Oui, c'est pas toujours bon de manger du pain, il faut aller mollo sur le pain. Et Wahida Salim Chef nous a rejoint. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, un peu faim. Oui, quand on parle de pain. Voilà, quand on parle de pain. Exactement, pas toujours évident. Donc oui chef, tout de suite. Bien sûr, la Palestine, voilà, toujours la Palestine avec toi. Toujours la Palestine. Donc, en ce mois sacré de Ramadan, on se demande comment ils sont en train de survivre, de passer leur mois de jeûne. C'est pas évident pour eux, mais j'aime bien moi raconter ce qu'ils ont vécu avant parce que c'était de très très belles. Ils ont de très beaux de très belles traditions et des coutumes à faire connaître. Donc, par exemple, j'ai fait une magnifique découverte que nous aussi, nous avions ça en Algérie. C'est, je vais dire, Moussa Harati, pour dire exact. Alors, il s'agit d'un jeune homme avec une voix qui est magnifique, qui se balade dans les rues de la Palestine. On va regarder la vidéo. Donc, alors, voilà. Ça peut être un groupe ou ça peut être une personne qui se balade dans les rues de la Palestine avec son tambour en main, qui a une voix qui porte parce qu'ils n'ont pas de microphone ou autre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'avant avant de rompre le jeûne, il passe dans les ruelles pour les avertir. Et même à l'heure de Sahur, oui. Qu'est-ce qu'il fait? Mis à part, en fait, nous, peut-être qu'on avait l'Aden, mais eux, ils ont des chants traditionnels, des chants qui parlent de religion aussi, des chants concernant le mois sacré de Ramadan. Donc, pour ceux qui ont un peu le sommeil qui est lourd, qui ont du mal à se réveiller, le matin, avec les quelques notes de musique et le tambour, ça leur fait du bien de se réveiller et de pouvoir se préparer pour une jolie table. Voilà. Ça, c'est une jolie table de l'iftar qu'en Palestine, généralement, les familles palestiniennes préparent pour rompre le jeûne. C'est l'occasion pour eux de se retrouver en famille, entre les amis aussi. On a l'ambiance avec la table, avec les ruelles et tout ça. Exactement. Oui. Et ils ont aussi un truc qui est extraordinaire, que je trouve vraiment extraordinaire, c'est l'iftar jama'i. Ils passent ça, ils le font dans des mosquées, dans des lieux publics où toutes les familles se retrouvent, des voisins se retrouvent. Ils n'ont pas l'habitude de le faire durant l'année, mais durant le mois sacré de Ramadan, une seule table les réunit et ils partagent des repas. Pour passer un moment convivial ensemble, voilà. Très bien. Merci Wahida. Avec plaisir, Mounia. Ça haftarek. Ça haftarek aussi. Merci. On se retrouve pour la prochaine avec bien sûr une autre rubrique Wished dédiée à la Palestine. Inch'Allah. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis aussi. Alors on vous dit ça haftarkum et à la prochaine. Au revoir.